m'appelle Serge Plane, je suis directeur de recherche CNRS et donc je viens en appui ici par rapport à une collaboration avec des Brésiliens pour voir un peu ce qu'il en est exactement sur les connaissances, sur ces structures récifales, je dirais de profondeur que l'on trouve au niveau de la barrière brésilienne et maintenant guyanaise. Donc cette barrière récifale, est-ce qu'on a déjà vu ce genre de structure récifale, à ce genre de profondeur à d'autres endroits sur la planète? Identique non, c'est-à-dire on n'a pas forcément de structures récifales qui sont comme ça en marge du plateau continental, avec de la bioconstruction, dans des environnements de ce type-là, c'est relativement original. Là on est sur une structure assez originale. On retrouve quand même des bioconstructions, alors pas similaires, vous avez par exemple du coralligène en Méditerranée, qui sont des constructions un peu de ce type-là. Vous avez certaines structures de coraux profonds, des coraux qui ne sont pas avec des oxantelles, des coraux, je dirais, blancs notamment, que l'on retrouve à des profondeurs même plus bas. Ce type de construction-là, non, c'est relativement original, probablement en raison de la particularité de la zone, hein, avec cet écosystème englué finalement dans une zone amazonienne avec beaucoup d'eau douce derrière, mais à côté donc des contraintes fortes, à côté de ça beaucoup de matière organique qui vient, donc des systèmes riches probablement en matière organique, donc voilà, ça c'est assez original, probablement que c'est les raisons pour lesquelles on est dans des environnements très originaux. Mais c'est souvent dans des endroits comme ça, c'est des endroits très turbides où l'on ne s'attendrait pas à trouver, je dirais, un développement d'écosystèmes, que l'on a des surprises parfois. C'est dans ces zones-là où on a des découvertes. Ce qu'on voit, c'est qu'on est surpris d'avoir cette couleur bleue, cette visibilité un peu importante, alors qu'on ne s'attend pas trop à ça. Si ça pourrait signifier qu'on a plus de visibilité à 90 mètres en surface? C'est ça exactement, on est sur des visibilités qui sont 15-20 mètres, alors que probablement en zone surface on est sur des visibilités qui sont plutôt de 2 à 5 mètres. Donc on a une eau qui est devenue beaucoup plus claire, parce qu'il y a la couche de mélange certainement entre les eaux dessalées de l'Amazone, les eaux douces de l'Amazone et les eaux salées océaniques, fait une barrière à la sédimentation, et la sédimentation doit se faire au plus loin. D'ailleurs c'est intéressant de constater également que d'un point de vue grains sédimentaires, on n'est pas dans une zone où il y a des vases, on est dans une zone où il y a du sable, donc ça veut bien dire qu'on n'est pas dans une zone qui accumule des fines issues de toutes les rivières du bassin amazonien, mais on est dans une zone au contraire qui est assez nettoyée. C'est ce qu'on a observé, on a observé des courants de fond qui étaient très importants, hein. Pas peu de courants, pas très forts en surface, mais au fond très importants, 4-5 nœuds de courant, c'est des courants très importants. D'ailleurs on n'a pas pu mettre à l'eau le ROV à cause de ces conditions hydrodynamiques qui ne le permettaient pas. Par ailleurs, donc on voit que il y a des formes assez importantes sans pour autant avoir des constructions sur ces formes au fond. Donc ça peut donner l'impression que c'est vraiment les ruines et les vestiges d'un récif beaucoup plus impressionnant dans le passé. Est-ce que c'est votre analyse? C'est difficile maintenant de pouvoir dire quelle est réellement l'origine de ces constructions, parce qu'elles sont toujours en construction, et donc clairement ce sont plutôt des algues calcaires, c'est pas du corail en tant que tel qui fait la bioconstruction, c'est d'autres organismes qui calcifient également, hein. Il n'y a pas que le corail qui fait la calcification en milieu marin, mais c'est difficile sans avoir des carottes et sans pouvoir analyser un peu la croissance actuelle par rapport à la croissance passée, ne serait-ce qu'il y a dernière glaciation, donc il y a 12-15 000 ans, c'est difficile de pouvoir dire si c'est vraiment un résidu. Ce qui est certain, c'est que effectivement 12-15 000 ans, ces structures-là, elles étaient affleurantes, parce que le niveau marin était à peu près 100 mètres plus bas, donc une grande partie de ces structures-là étaient affleurantes. Quelle était leur dynamique à ce moment-là, sans avoir réellement de carottes géologiques pour le mesurer, c'est un petit peu difficile. Il faudrait aussi avoir de l'échantillonnage actuel pour voir quels sont les organismes qui font la calcification, quelle est leur vitesse de calcification actuellement. Donc voilà, c'est un peu compliqué de répondre immédiatement à ces questions. C'est une possibilité qu'on est sur effectivement les restes finalement d'une structure corallienne beaucoup plus développée passée, sur laquelle avec les niveaux marins montants, l'activité de l'Amazone changeant avec le climat qui change, eh bien elle est affectée par des conditions différentes. Et puis maintenant on a dessus d'autres types de bioconstructeurs qui se mettent dessus, des bioconstructions peut-être plus lentes mais toujours actives, et du coup des zones d'accumulation de biodiversité, des zones sur lesquelles on a la biodiversité qui se fixe, presque si vous aviez un récif artificiel quelque part et qui se crée, hein. Ouais, un peu comme un DCP. Et sinon, ouais, l'Amazone, on sait qu'il
se déversait pas de ce côté. Il y a une période bien plus ancienne, quoi, à l'époque pas précambrienne, mais pas loin. Mais 15 000 ans, c'est vrai que c'est pas très vieux, quoi. C'est pas très vieux. Mais 15 000 ans, moi je parle de la dernière glaciation, ouais. du dernier événement quelque part de niveau marin bas, c'est-à-dire du dernier événement géologique dans lequel on a eu un niveau marin qui était à peu près 100 mètres plus bas que maintenant. C'était à peu près estimé entre 12 et 15 000 ans de maintenant. C'était hier évidemment, mais ça veut dire que en période niveau marin bas, ces structures-là étaient affleurantes presque. Ok, bon bah je vous remercie pour tous ces détails. Pas de problème, avec plaisir. Alors, si vous pouvez écouter. Ouais. Donc moi je suis François Chartier, je suis chargé de campagne Océan pour Greenpeace France. Donc Monsieur Chartier, cette mission est venue en complément de l'année dernière et semble-t-il la sensibilisation auprès des autorités brésiliennes a un impact. Alors le paysage brésilien est complexe, hein, on a une situation politique très particulière. Cependant, si on parle d'IBAMA, donc IBAMA, c'est une agence qui dépend du ministère de l'Environnement et qui a en particulier la responsabilité de valider ou d'invalider les licences environnementales pour les projets pétroliers, est très sensible à cette découverte. Pour résumer, IBAMA a en août dernier rejeté l'étude d'impact de Total, soulignant justement le fait que le récif n'était pas mentionné et que les risques transfrontaliers de marée noire, donc de marée noire qui irait vers la Guyane, n'étaient pas en gros traités la bonne, les impacts de ces menaces n'étaient pas clairement mis en évidence par Total. Ils ont rejeté, mais ils ont laissé la possibilité à Total de représenter une nouvelle étude d'impact, ce qu'ils ont fait en mars dernier. Donc on sait qu'il y a de nouvelles informations. Maintenant, IBAMA est en train d'étudier cette étude. Après, ils ont été aussi très demandeurs des éléments nouveaux qu'on a pu apporter, des résultats de la mission scientifique de l'année dernière. IBAMA est inquiet de la possibilité d'une pollution dans cette région. D'accord. On sait qu'il y a le paysage politique brésilien un peu instable, notamment à cause de Petrobras et à cause des pots de vin. Est-ce que ça peut jouer en la faveur du conflit potentiel qui oppose le ministère de l'Environnement avec une multinationale du pétrole? Oui, et puis on l'a vu avec le cas, il y avait eu le cas de l'annulation par IBAMA d'un projet de barrage de Tapajós, ou les projets il y a quelques mois de Temer d'enlever le statut de protection à des grands espaces forestiers. Il y a un rapport de force clairement aujourd'hui entre un gouvernement très pro-industrie, très pro-exploitation intensive, c'est aussi ce qu'on appelle les rurales, qui veut ouvrir totalement le Brésil à l'industrie d'extraction, et finalement une administration environnementale qui est quand même beaucoup plus attentive à la protection du pays. Après, le rapport de force politique peut évoluer, effectivement. À l'approche des élections, le ministre de l'Environnement est parti, on a un ministre intérimaire. Donc oui, il serait extrêmement important qu'IBAMA prenne une décision définitive assez rapidement. Les activités liées aux hydrocarbures à Greenpeace, ça représente une grosse partie maintenant de vos activités de lobbying environnemental? Alors, à l'échelle internationale, Greenpeace travaille depuis longtemps sur l'extraction pétrolière. Notamment, on a fait une campagne depuis plus de 10 ans contre l'exploration pétrolière dans l'Arctique. Là aussi, on est dans une zone extrêmement vulnérable. C'est, à part la différence de température et évidemment la nature des écosystèmes, je dirais le même type de problème que l'on peut trouver, c'est du forage profond, c'est du forage extrêmement risqué. On a aussi beaucoup travaillé sur tout ce qui est gaz de schiste, tar sand, tous ces carburants non conventionnels. Donc je dirais ça c'est sur l'aspect amont. L'aspect aval, on travaille de plus en plus sur des alternatives aux mobilités qui fonctionnent par des voitures thermiques. Parce qu'il faut également jouer sur l'offre. Et on est présent dans les COP climat évidemment depuis longtemps. Pour nous, si on veut tenir l'accord de Paris, si on veut rester en dessous de 1,5 d'augmentation de la température globale, il faut le plus vite possible sortir de l'âge des hydrocarbures. Donc on dit souvent que Total et Shell n'ont pas fait un gros succès de leur forage exploratoire dans la zone. Pour autant, c'est pas très clair, ils n'ont pas vraiment déclaré de manière officielle ce qu'ils ont pas trouvé. Est-ce que vous pensez que pour l'instant les forages sont en stand-by à cause du prix du baril, ou ils sont en stand-by à cause du fait que leurs forages ne sont pas convaincants? Il y a deux éléments.
d'une part, non seulement ici, il y a eu plusieurs effectivement tentatives, mais de l'autre côté de la frontière, dans tout l'embouchure d'Amazon, il y a eu, je crois de mémoire, 70 tentatives de forage. Alors, certaines ont échoué pour des problèmes techniques, il y a eu pas mal d'accidents, notamment dus au courant, mais les autres n'ont pas été fructueuses. Donc il y a une hypothèse par les experts géologues qu'il puisse y avoir des réserves d'hydrocarbures très importantes ici, mais ça n'a jamais été prouvé. Alors, sur les investissements, on aurait pu évidemment dire ça il y a 2 ans, au moment du prix du baril était plus bas qu'il n'en est aujourd'hui, et effectivement sur du offshore profond, certains projets étaient en stand-by. Après, aujourd'hui, les multinationales, c'est notamment la stratégie de Total, ont les épaules pour investir, y compris dans des conditions économiques plus difficiles, donc ça ne doit pas être ça qui est l'explication principale aujourd'hui. Après, Total a annoncé que ce soit pour ici ou pour le Brésil, leur intention, évidemment s'ils ont eu des études d'impact validées, de forer en 2019. Bonjour. On voulait un petit peu donc savoir quelles ont été les motivations pour vous de rejoindre cette mission de Greenpeace. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà fait par le passé? Oui, ça fait 18 ans que j'ai participé à des opérations, des campagnes de Greenpeace, que ce soit au niveau de la déforestation, des OGM, de l'énergie atomique, etc. Et en fait, on a voulu collaborer plus fortement, parce que c'est vrai moi qui ai proposé mes services, parce que ça me manquait. Et ça a correspondu au moment de cette campagne Amazon Reef sur le projet pétrolifère de Total. Donc en fait, pour moi, c'était aussi une chose de découverte parce que je ne connaissais pas... D'abord, je ne connaissais pas la Guyane, et 2, bien entendu, cette découverte scientifique d'il y a 2 ans, faite par les scientifiques brésiliens, elle surprend tout le monde. Si on peut découvrir ça pour le grand public via le regard d'une personnalité que les gens connaissent, c'est ce que je peux apporter moi. Après, je fais un travail documentaire personnellement, avec des images que je filme, d'interviews. Je suis allé au-devant de la population au Brésil et j'ai un peu étudié l'écosystème des mangroves, quoi. Tout ça a été très nouveau pour moi. On a un écho assez faible en France hexagonale de la problématique du pétrole offshore en Guyane. On a très très peu d'écho. Aujourd'hui, en règle générale, ce qui se passe en Guyane est assez lointain. Comment vous interprétez? Quelle est votre interprétation? Est-ce que vous pensez que quelque chose peut changer à ce niveau? Alors en fait, je pense en ce qui concerne l'exploitation pétrolière par une entreprise française, un fleuron d'entreprise française qui est Total, on n'en entend pas trop parler parce que c'est très récent quand même. Ce sont des projets de forage qui existent depuis plusieurs années, mais en fait ça risque de se matérialiser là maintenant, donc c'est pas très surprenant que ça soit peu connu du grand public. Alors après, il y a un rapport particulier qu'ont les gens de la métropole avec la Guyane. C'est vrai qu'en fait, peut-être à l'image du président qui, par hasard, se trompe en disant qu'il s'agit d'une île, il y a quelque chose d'un tout petit peu flou, ce qui est complètement fou quand on pense à la taille du territoire. Ce qui m'a surpris, c'est d'apprendre à quel point la Guyane était poreuse, puisqu'il suffit simplement de traverser une rivière pour passer du Brésil à la France et de l'Amérique du Sud à l'Europe, d'une certaine façon. Donc ça, c'était une grande surprise. Et je pense qu'il y a un manque de conscience véritable des frontières de la Guyane, des richesses de la Guyane et aussi des grandes questions fondamentales liées à l'environnement en matière de Guyane, parce que de l'espace de Guyane. Il y a bien entendu ce problème pétrolier avec Total, dans des eaux territoriales de Guyane et aussi bien entendu sur une superficie au Brésil. Et puis bien entendu il y a la problématique de la montagne d'or et une grande question d'écologie à l'échelle du territoire local. Sauf que ça commence à atteindre véritablement la première page des journaux. On est aujourd'hui le 10 mai et voilà, il y a tout un article dans Le Monde sur une prise de position de Yannick Jadot, le leader des Écologie Les Verts, et ça vient, ça arrive. Ce qui est un peu surprenant, c'est quand même on a un traitement un peu différent en Guyane, puisqu'on a bien vu que pour la transition écologique, pour le ministre Nicolas Hulot, on interdit les hydrocarbures, on veut arrêter l'exploitation, mais quand même on préserve le permis d'exploitation
Guyane, Guyane maritime qui se situe à cet endroit. C'est une ambiguïté. Oui. Alors, c'est effectivement les prises de position du président sur l'éventualité des mines d'or en Guyane, elle est équivalente un petit peu à celle qui concerne les hydrocarbures, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'équilibre très complexe entre un désir de préserver l'environnement et de transition écologique, et puis en même temps un désir de protéger les intérêts économiques, particulièrement en ce qui concerne une grande entreprise comme Total, qui est une entreprise française. Alors ensuite, pour la Montagne d'Or, la situation est plus choquante, particulièrement puisqu'il s'agit d'un territoire qui appartient à la France, qui va être cédé complètement à des investisseurs étrangers, qui vont provoquer énormément de dégâts et rapporter peu d'emplois au territoire. 750, on les prédit, et sans doute moins pour les exploitations pétrolières. Donc c'est une sorte de danse extrêmement délicate et dangereuse qui est effectuée par les pouvoirs publics. Et finalement, le public hexagonal a tendance aussi à pas intégrer les grands enjeux environnementaux de Guyane comme des grands enjeux environnementaux qui concernent la France et qui les concernent. C'est vrai que c'est des fois un peu ce Alors, sentiment. le principe d'une campagne comme celle de Greenpeace Amazon Reef, c'est d'annoncer la découverte par exemple des massifs coralliens dans l'embouchure de l'Amazone à la planète. C'est pas uniquement une question franco-française ni une question franco-brésilienne. Toutes les informations qui sont recueillies par une association comme Greenpeace, accompagnée de ces scientifiques, elle sert l'humanité tout entière, et c'est quand même le principe de base. C'est pas uniquement de faire du franco-français. Enfin, en tout cas, moi j'espère que ça va alerter les consciences dans plusieurs pays, parce que toutes les actions destructrices qu'une compagnie pétrolière peut avoir dans un endroit comme la Guyane a des répercussions sur le bien-être de tous les habitants de la Terre. C'est la question fondamentale, bien entendu, des ressources énergétiques fossiles, mais je pense qu'on ne peut pas dire que c'est uniquement, il y a un axe Paris-Cayenne qui soit concerné. Je pense que ce sont des informations qui ont un impact sur des populations qui dépassent celles des collectivités d'ici. Et là, vous préparez donc un documentaire. C'est un documentaire qui a une visée plutôt télé, parce que je pense que c'est vrai qu'il y a des grands documentaires, Jean-Michel Moore et compagnie, qui arrivent à retourner l'opinion publique sur ce genre de choses. Peut-être qu'on manque un peu ce genre de format pour violemment... Bon, bien entendu, je ne prétendrai jamais avoir le talent et la pertinence d'un Michael Moore. Simplement, ce que je fais, c'est que je suis témoin, ça a été la proposition de Greenpeace, de me faire voyager et de partager avec eux cette découverte. Alors, je filme au fur et à mesure, et puis je me suis rendu compte que plus je filmais, plus c'était passionnant, et que d'une certaine façon, il y avait une histoire. Il y a un fil narratif qui est intéressant, c'est-à-dire aussi comment cette association Greenpeace présente les choses au public. Quel est son rapport avec les découvertes scientifiques, comment c'est perçu par les populations. Et je me dis, tiens, c'est marrant, mais on peut continuer à filmer. C'est pour ça que je ne me suis pas arrêté de filmer au Brésil, j'ai continué à filmer ici sur le bateau, parce que je trouve que ce matin, j'ai filmé des représentants de la classe politique, puisqu'il y avait quelqu'un qui travaillait avec la maire de Cayenne, qui immédiatement défendait le souci économique de la région, et je me dis tiens, c'est vachement intéressant face à des représentants de la population locale, notamment indigène, qui est beaucoup moins positive, et c'est vraiment un euphémisme quant au projet Total. Oui, c'est vrai qu'on s'aperçoit que ce soit en Guyane ou au Brésil, il y a une vraie mobilisation. Le territoire Wassa où vous avez dû aller, il y avait eu une réunion qui a rassemblé... À Macapa. Non, c'était à Manga, je crois, un tout petit bled dans le territoire indigène qui est à côté de Yapok. Et ils ont organisé une réunion pour parler des grands projets pétroliers et aurifères. Alors, c'est un peu nouveau quand même. Ce qui m'a surpris quand j'ai rencontré ces groupes, c'est qu'il y avait une réflexion sur l'environnement et sur le danger qui les menace avec les projets pétroliers qui était épatante, et je ne suis pas sûr
que si on posait les mêmes questions concernant des questions environnementales dans les campagnes françaises, il y aurait une telle réflexion et de tels éléments de langage. C'est-à-dire que les classiques, j'en ai interviewé 3, mais aussi bien les pêcheurs et vraiment des gens simples, des sages-femmes, indigènes. Je trouve formuler les choses étonnamment, parce qu'on sent que la question, peut-être parce qu'on se trouve dans la forêt amazonienne, la question de l'environnement, de la nature, de l'écosystème, de la biodiversité, elle est totalement présente et ils en dépendent complètement pour leur quotidien. Et ils sont très préoccupés. Et que parfois j'ai l'impression qu'en France, dans les campagnes, on est complètement aveuglé. C'est comme si on n'arrivait pas à voir le même danger qu'eux arrivent à percevoir ici. Et ça, j'ai trouvé ça très stimulant. C'est vrai que les gens vivent vraiment en connexion avec leur environnement là-bas, ce qui est un peu moins le cas aussi en France, on est un peu plus loin. En France, on a souvent l'impression que quand les paysages sont jolis, ils sont propres. Et propres dans le sens pur et qui ne sont pas pollués, etc. À partir du moment où, tant que c'est vert, ça va. Et on n'ose pas trop véritablement soulever le tapis et aller vérifier l'état des rivières. Ici, la rivière, on sent véritablement que c'est au même titre que la forêt est un poumon, ça fait partie de leur corps. Les rivières sont extrêmement poissonneuses, ils survivent grâce à la pêche, mais je veux dire, tout ça serait totalement mis en danger, et indépendamment même du rapport spirituel qu'on peut avoir avec la nature et avec la mangrove. Ça, c'est aussi quelque chose avec lequel ils entretiennent un rapport très très fort, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue religieux même. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu, encore heureux, de catastrophe pétrolière en zone de mangrove équatoriale, en zone amazonienne. Mais oui, mais c'est demain. C'est demain. C'est possible demain. Ouais. Et tout ce qu'on voit dans le golfe du Mexique ou alors ailleurs, on se dit, si ça arrivait là, moi qui ai survolé l'embouchure de l'Amazone en avion, je me suis dit, mais si jamais ça arrivait là, mais quelle horreur, quelle catastrophe. Tout rentre par des bras de rivière, par des zones lacustres, etc. Ça rentre dans les terres, enfin, c'est une perméabilité totale. Je ne peux pas nettoyer. Ce serait une catastrophe terrible. Ok, sur ces paroles optimistes. Optimiste. Merci pour merci à vous.